Good afternoon, my name is Hélène Suzanne and I'm chairing today this session. And today the walls of this small room will be crumbling down for sure, because we will be freed thanks to Thomas More's freedom of mind and learned imagination. To experience this, we will follow our three readers' learned own analysis and I would say quite original analysis. And I will present each reader individually when their time comes. So our first reader is Monsieur François Mansel, an independent scholar. Being first a student in the classics before completing scientific studies. He holds a diploma in engineering from l'École des Travaux Publics and a DEA, which is the first year of a PhD in France, in mechanics. He worked in the research department for the SNCF, our national train company, always keeping an interest in classical literature along with Thomas More. After joining the Amici Tomei-Mori Society in 2005, he published his research on utopia with two articles, Jeux de mots grecs et gréco-latins, dans l'utopie de Thomas More, Moreana 183 and 184, and Raphaël Istrodé, l'utopique Cité des Anges, in Moreana 187, 188. So, Monsieur Mansel, the floor is yours. Donc, j'espère que tout le monde comprend suffisamment le français. Enfin, j'espère. Donc, le sujet, c'est l'utopie, l'Inde et le Siam. Thomas More, les Moria frères More. En fait, j'ai oublié un terme, là, c'est Thomas More, Saint Thomas, les Moria et frères More. Comme l'a rappelé notre présidente, j'ai déjà écrit 2 articles dans Moreana, donc un sur les jeux de mots grecs et latins qui expliquent en particulier les différentes populations, là, les Néphélogetes, les Alaopolites, etc. Bon, qui n'est pas en rapport direct avec l'exposé d'aujourd'hui. Par contre, le deuxième, qui était Raphaël Istrodé et l'utopie des anges, se rapportait au sujet actuel, puisqu'il voulait montrer que l'utopie, enfin en tout cas l'utopie exotique, était le Siam. Le Siam, c'est-à-dire la Thaïlande actuelle, en gros. Donc je serais un petit peu obligé de revenir, puisque l'exposé actuel prolonge et complète cet article de Moreana. Donc dans cet article, j'expliquais qu'en fait, Istrodé, pour moi, était la fusion de 2 personnages qui sont eux-mêmes peut-être déjà un peu des fusions, mais enfin un humaniste qui est essentiellement Erasme et un voyageur, explorateur portugais qui est essentiellement quelqu'un qui s'appelle Duarte Barbosa, qui a été en Inde pendant très longtemps et qui n'a pas été au Siam, mais a été en Birmanie, dans ce qu'on appelle le Pégou. Et donc, il connaissait très bien le bouddhisme. Donc, en Inde, l'hindouisme et à Pégou, le bouddhisme. Donc, bon, là, je développe bien sûr l'aspect surtout du voyage, et donc des voyageurs portugais. Donc, Barbosa a rencontré More à Anvers en septembre 2015, et il avait avec lui un rapport d'un Portugais qui s'appelle Manuel Fragoso, et qui avait été envoyé par le roi du Portugal pour rester 2 ans à Ayutthaya, la capitale ancienne du Siam, car à l'époque on disait le plus grand bien du Siam, que c'était un pays très riche, etc. Donc le roi du Portugal avait dit: j'envoie Manuel Fragoso au Siam, qui est resté 2 ans, 1513 et 1514. Alors, donc je pense que Barbosa, bon là il faudrait le démontrer, Barbosa avait ce rapport avec lui,
Et c'est ce qui... Donc il y a un rapport qui décrivait très bien le Siam et qui a servi à Thomas More. Donc pour les questions des dates, justement, il faut voir que le premier Portugais arrivé au Siam, c'est en 1511. Hein. Et alors quand Hitler dit « je suis resté 5 ans au Siam », vous pouvez faire la différence. 1516 moins 1511, c'est 5 ans. Hein. Et il y a eu effectivement 4 voyages des Portugais entre 1511 et 1516, 4 voyages des Portugais entre Malacca et Ayutthaya. Donc j'expliquais aussi dans le premier article que Siam en sanskrit, qui était la langue ancienne de l'Inde, la langue sacrée de l'Inde, ça veut dire noir. Hein, et noir, c'est moros, hein, c'est comme mort, hein, Thomas More. Donc Thomas More, qui était avide de jeux de mots, hein, tout de suite, il a bondi dessus. Donc, également, donc, Ayutthaya s'appelait également, le terme officiel, un peu religieux officiel, c'était Krungthep. Et Krungthep, Thep, c'est un terme thaï dérivé du sanskrit Deva, hein, donc c'est là où la cité on peut le traduire cité des dieux, suivant l'optique hindouiste, ou cité des anges, suivant l'optique bouddhiste. Hein. Normalement, on utilise dans les langues occidentales cité des anges. Mais donc, il y a un peu l'aspect d'un voyage qui va vers un paradis ou terrestre ou céleste. Bon. Alors, dans l'article de Moreana, j'ai parlé en particulier des dimensions d'Ayutthaya, qui étaient exactement les dimensions d'Amorot, hein, la capitale de l'utopie. Parce que Amorot ressemble beaucoup à Londres, mais par contre les dimensions sont au moins 2 fois plus grandes que celles de Londres. Elles correspondent très bien à Ayutthaya. Les fêtes utopiennes, c'est tout à fait les primifêtes, finifêtes, hein, les premiers de chaque mois, derniers de chaque mois. C'est tout à fait les fêtes bouddhistes, siamoises en particulier, mais pas uniquement, puisque le calendrier religieux bouddhiste était basé sur les phases de la lune, hein, donc il y avait en particulier la nouvelle lune et la lune noire, enfin la fin du mois lunaire et le nouveau jour du nouveau mois lunaire. Bon, les cultes utopiens, mais je vais en parler parce que les cultes bouddhistes, c'était en gros les mêmes que les cultes hindous. Puisqu'il y a eu une influence réciproque entre l'hindouisme et le bouddhisme. Le bouddhisme est né en Inde après le védisme, etc. Le védisme est devenu le bouddhisme. Ils ont cohabité pendant environ 10 siècles en Inde. Quand ils ont exporté, hein, puisque en Asie du Sud-Est, les 2 religions ont également cohabité. En Inde, finalement, le bouddhisme a quasiment disparu. En Asie du Sud-Est, en particulier au Siam, c'est le bouddhisme qui l'a emporté, mais non sans mal. Hein. Il y a eu, en particulier au Cambodge, il est resté longtemps hindouiste. Et donc, l'ensemble, ça faisait ce qu'on appelle les Indes. Hein. Alors, Thomas More, il joue un petit peu sur l'ambiguïté entre les Indes, l'Inde et le Siam, justement. Bon, alors là, je commence plus spécialement mon exposé d'aujourd'hui. D'abord, pour le fait que c'est bien dans cette région-là que se situe l'utopie. Hein, il y a le terme dans le quatrain utopien, gymnosophone. Hein, c'est donc les gymnosophistes, c'est les Indiens nus, qu'ils soient brahmanes ou moines bouddhistes. Et il y a également le terme agrama. Hein. Or, grama en sanskrit, c'est le village. Donc, agrama, c'est comme en grec. Hein. En sanskrit, c'est comme en grec. Alors, c'est principalement un négatif. Hein. On sait que les négatifs jouent un grand rôle dans l'utopie, d'ailleurs. Mais c'est aussi un intensif. Hein. Et donc, agrama, ça peut vouloir dire le grand village, c'est-à-dire la ville, la cité. Et d'ailleurs, c'est traduit en latin par civitas. Bon. Alors,
Des références historiques. Il n'y a pas beaucoup de dates dans l'utopie, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc j'ai parlé de 1516 et 1511 pour les 5 ans en utopie. Il y a une date, enfin il y a un chiffre qui est il y a 1760 ans. Mais en fait, pour la fondation d'Utopie. Mais en fait, Thomas More a fait un raccourci entre deux événements différents. Il y a 1760 ans, c'est-à-dire en moins 244, 1516 moins 1760, c'est moins 244, il y a eu un concile bouddhique à Pataliputra, qui était la capitale de l'Inde, et qui était sous le patronage de l'empereur Asoka, dont je parlerai un peu plus tard, puisque c'est Asoka Maurya. Alors, vous voyez, Maurya, Thomas More. Bon. Et donc, ce concile a en particulier envoyé des missionnaires un peu partout, et en particulier au Siam, qui est dans une région qu'on appelait Suvarna Bhumi, c'est-à-dire la terre de l'or. Et bon, alors j'en viens maintenant, et donc Thomas More a fait un raccourci, cet événement, et un autre événement, alors qui lui n'est pas daté là dans l'utopie, mais la description correspond tout à fait à une vérité historique. Le Siam a été fondé en 1351 par un prince qui venait de Chine, et qui est venu là au Siam, et il est venu avec 30 000 ou 40 000 soldats, paraît-il, et il est devenu le prince Wutong, c'est-à-dire berceau d'or, et est devenu après le roi Ramatibodi Ier. Et donc il a arbitré justement alors qu'il y avait un tas de querelles ethniques et religieuses à ce moment-là au Siam. C'est un peu lui qui a imposé un État bien ordonné, un État bien ordonné qui sera un exemple pour Thomas More. Alors, je passe aux religions. Donc, il y a un premier grand chapitre qui était la comparaison un petit peu sous différents chapitres et rubriques de différents points, mais le plus important, c'est les religions. Et un deuxième point où c'est plutôt comment Thomas More est attaché, intervient plus personnellement, et pourquoi il a choisi cet endroit. Alors, les religions, on trouve avec l'hindouisme et le bouddhisme, on trouve exactement ce qui est décrit dans l'utopie, puisque il te le affirme que le plus grand nombre, au fur et à mesure, adopte un Dieu unique qui est dans la théologie négative, et ce Dieu unique, c'est Brahman, qui correspond tout à fait d'ailleurs au Dieu négatif de Denis l'Aréopagite. Il parle de religions à la fois voisines et différentes, suivant les villes. C'est exactement le cas de l'hindouisme, qui pouvait beaucoup varier en Inde. Et je dirais aussi au Cambodge et une partie du Siam qui était sous influence cambodgienne. Alors, il y a également des croyances polythéistes, parle en particulier des dieux planétaires. C'était parmi ceux qui considèrent l'hindouisme comme un polythéisme, et en particulier les dieux planétaires. Mais également un dieu qu'on peut qualifier d'évémériste par rapport à l'Antiquité païenne, c'est-à-dire un homme qui a été, pour sa gloire, statuifié, etc., ça ressemble beaucoup à Bouddha. Et alors, il dit que finalement, alors il y a ceux qui se rapprochent du monothéisme, dont j'ai parlé au départ, il y a d'autres plus ou moins polythéistes ou évéméristes, mais il dit que tous les utopiens en viennent à adorer une seule divinité suprême, pouvant différer suivant les différentes croyances, à laquelle on doit la formation de l'univers et la providence qui le gouverne, est désignée sous le nom de Mitra. Alors les différentes branches de l'hindouisme sont venues adorer une triade, Vishnu, Brahma, Shiva, et avec les gens adorant l'une ou l'autre de ces divinités, mais comme une divinité suprême, unique. Donc c'est ce qu'on peut appeler, ce qu'on appelle dans la science des religions un énothéisme. C'est pas un monothéisme, un énothéisme où il peut y avoir plusieurs noms, mais chacun la considère comme la seule divinité. Alors la tolérance, il y avait une grande tolérance religieuse en Inde, comme en Utopie. Quant au Siam,
un des premiers missionnaires français arrivés sous Louis XIV, le père Jacques de Bourges, déclara « Je ne crois pas qu'il y ait au monde un pays où il se trouve plus de religion et dont l'exercice soit plus permis que dans le Siam ». D'ailleurs, en 1516, les Portugais ont obtenu le droit de planter une grande croix au plein centre d'Ayutthaya. Alors, les croyances minimales, bon, la croyance à la providence divine, la croyance à l'immortalité de l'âme, la croyance à la rétribution des actes, tout ça, c'est dans l'hindouisme. En particulier, la providence avec Vishnu, qui est un dieu providence, un petit peu, qui intervient avec ses avatars. Bon, alors je passe à la question des prêtres, toujours dans la religion, mais la question des prêtres. Les prêtres utopiens sont mariés en grande majorité, correspond bien à l'état des brahmanes. Alors, les femmes prêtres, donc là c'est plutôt pour le Siam, donc c'est pour le Siam et le bouddhisme. Il faut voir que dans l'histoire du bouddhisme, pendant une dizaine de siècles, il y a eu des moniales qui étaient pratiquement l'égale des moines, mais ça a disparu. Et il en est resté des catégories de dames. Il me reste 5 minutes. Une catégorie de dames qu'on appelait les mères dévotes, et donc ils correspondent tout à fait à ces femmes, ces prêtresses qu'on voit dans l'utopie. Alors, surtout, vous savez qu'il y avait 13 familles de prêtres dans chaque cité de l'utopie. Or, il y avait à Ayutthaya 13 brahmanes. Alors, il y avait à la fois des moines bouddhistes, surtout à cette époque-là, mais il y avait des brahmanes, en particulier, qui étaient venus d'Angkor. Et donc, il y avait 13 familles de brahmanes, et donc 13 prêtres. Et quand le roi partait à la guerre, environ la moitié, c'est-à-dire 7 prêtres l'accompagnaient, remplacés par le second chef famille brahmane, et donc le reste restait. Alors le culte, c'est des cultes non sanglants avec l'encens, des cierges, offrandes de fleurs et de fruits, aussi bien hindouisme que bouddhisme d'ailleurs, donc c'est la même chose. Alors, les rites de passage, là je termine avec la religion, les rites de passage au cours de la vie, il y avait dans l'hindouisme et le bouddhisme des rites d'initiation environ à 12-13 ans, où tout le monde se débarrassait de tous ces bijoux, colifichets, etc. Et c'était une nouvelle naissance, ce qu'on appelait Dvija, on devenait Dvija 2 fois né. Et chez les bouddhistes, c'est la même chose, c'était pas le même terme, mais il y avait la même cérémonie. Bon, alors il y a le mariage, je passe un petit peu, les funérailles, l'incinération, l'ambiance tout à fait joyeuse des funérailles, c'est tout à fait l'hindouisme et le bouddhisme. Les problèmes un peu épineux, éthiques, d'euthanasie, de suicide, c'est conforme à ce qui se passait en Inde en particulier, où l'important c'était que ça soit un acte sacré, un sacrifice qui soit fait en rapport avec les prêtres, avec les brahmanes. Alors la vie en société, le système familial, une famille très nombreuse, comme en utopie, 40 personnes. C'était la famille nombreuse indivise. Les fils faisant le même métier que le père, parce que c'était en même temps des castes, les jatis indiennes. Je passe à les grandes fonctions civiques. Je passe rapidement à la justice. Il n'y avait pas d'avocat, exactement comme en utopie. Les magistrats se basaient beaucoup plus sur les coutumes et sur leur conscience. Il y avait un terme, un sanskrit antousmati, qui était la conscience du magistrat. L'éducation était fortement développée. Alors les brahmanes, il y a un système avec les gourous, mais il y a un peu la même chose au Siam. Alors seuls quelques-uns devenaient des illettrés, c'est ce qu'on appelle en Inde les pandits. L'organisation de la République, là j'insiste pas trop parce que mon avis, c'est pas là qu'on trouve le plus de ressemblance. Il s'est beaucoup inspiré, à mon avis, des institutions de Londres, d'Angleterre, de Venise, peut-être de Strasbourg, dont Erasme était un fan. Mais il y a un système qu'on trouve, c'est les muangs. Ce qu'on appelle les muangs en siamois, en thaï, ce sont des cités-États qui ressemblaient beaucoup aux cités-États antiques ou aux cités-États de la Renaissance italienne.
et elles étaient toutes égales, hein, donc il y avait le principe d'égalité qu'on voit bien en utopie. On pouvait les traverser en 2 journées de marche, ça correspond aux indications qui sont données dans l'utopie. L'élection était déréglée au Siam. La noblesse dégressive à chaque génération. Au bout de 5 générations, il n'y avait plus de nobles. Enfin, il fallait qu'ils recommencent. Bon, les déplacements des utopiens, très réglementés, parce qu'il y avait très peu de main-d'œuvre en Asie du Sud-Est. Donc voilà, il fallait utiliser la main-d'œuvre et la réglementer. La guerre, c'était l'intelligence et la ruse, comme il y a dans tous les traités indiens, l'Arthashastra, etc. Et on retrouve bien tout ce qui se passe en utopie, l'exercice militaire, pas de traité. Alors, moi, je reviens là, j'aimerais terminer avec donc ce qui concerne plus particulièrement Thomas More. Donc, le terme pour dire indien en anglais de l'époque, c'était blackamoor, hein, c'est-à-dire 2 fois mort, hein, 2 fois noir. On pourra peut-être développer pendant la question. J'aimerais quand même. Donc, il y avait l'affaire de Saint Thomas. Thomas More avait toujours une relique de Saint Thomas avec lui. Et donc, il y avait la légende de la mort de Saint Thomas. Oui, mais j'aimerais présenter quand même les cartes de Fra Mauro. Donc voilà, des cartes d'un frère Camaldus vénitien en 1459 qui a fait une carte. Et donc, je pense que Barbosa avait également la carte de Fra Mauro avec lui. Et donc, bien sûr, Thomas More, voyant la carte de Fra Mauro répercutée sur lui. Alors, vous voyez que c'est le sud est en haut, le nord en bas. Donc, c'est l'idée du monde renversé. Si vous voyez donc l'Angleterre et puis le Siam, c'est pas. J'hésite à parler de termes d'antipode, mais c'est l'opposite. Donc voilà la carte. Ici, Ayutthaya, donc est une île. Hein, ici, une île fluviale. Oui, alors j'ai oublié de le dire, c'est une île fluviale. Et donc ici, le fleuve qui s'appelle maintenant le Menam Shaopraya, là, il est appelé Gange, Fuison. Et donc le Fuison, c'était un des 4 fleuves du paradis. Donc voilà, c'est toute l'optique justement de marche vers la cité des anges et vers le paradis. Bon, là, je